Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les recettes et les dépenses annuelles 2025 en progression par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. C'est ce qu'affiche le projet de loi de finances initiale 2025. Le document a été présenté au Conseil national de la transition ce lundi, compte rendu à suivre. Campagne de nettoyage des installations portuaires à Conakry, plusieurs habitations détruites au port de Teminataï, une méthode déplorée par des occupantes. Images et explications, c'est dans un instant. Et en fin de journal, nous vous amenons à Siléron dans Télémélé à la rencontre d'El Haj Abakar Silla, âgé de 112 ans, père de 26 enfants, dont 15 garçons et 11 filles. En dépit de son âge, le super centenaire se tient sur ses pieds et mène ses activités. Vous allez le voir, c'est tout pour les titres. Le projet de loi de finances initiale pour 2025 a été présenté ce lundi par le gouvernement au Conseil national de la transition CNT. Le document comporte les prévisions budgétaires de l'État pour l'année qui s'annonce. On note dans les prévisions les recettes et les dépenses annuelles 2025 en progression par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. La présentation a eu lieu en présence du Premier ministre chef du gouvernement. On se baille le baldé pour les détails. Les recettes et les dépenses connaissent toute une progression dans le projet de loi de finances initiale pour 2025. 12% pour les premières et 8% pour les secondes. Ce sont les prévisions budgétaires initiées par le gouvernement pour l'année prochaine. Fassine Silla, ministre du Budget, initiateur de 10 projets de loi, explique. En recettes, nous comptons mobiliser 34 473 milliards de francs guinéens. En recettes propres, 37 000 milliards, soit 96% des recettes totales. En dépenses totales, nous aurons 41 897 milliards. Et il s'en dégagera un déficit budgétaire de 7 424 milliards, soit 2,8% du PIB. Les recettes budgétaires prévues en 2025 augmentent de 12,1% par rapport à la loi des finances rectificatives 2024 et proviennent principalement des recettes fiscales qui représentent près de 90% des prévisions annuelles. Dans sa communication de circonstance, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a fait une invite au gouvernement. Au gouvernement, nous réitérons notre appel à respecter strictement les lois en vigueur, notamment la loi organique relative aux lois de finances, la LOF. La transparence dans la gestion des ressources publiques est non seulement une exigence légale, mais aussi un devoir moral envers nos concitoyens et surtout un devoir envers Dieu. La présente plénière a connu la participation du Premier ministre Amadou Ouriba, des membres du gouvernement et du CNRD. De 42 milliards de francs guinéens de recettes par an en 2021, l'Office guinéen de publicité chute à seulement 20 milliards de francs guinéens en 2024. C'est du moins ce qu'affirment des travailleurs de l'OGP. Un préavis de grève a même été déposé pour réclamer le départ du directeur général de l'OGP, Mandian Sidibé, et le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Pour en parler, nous avons au bout du fil Charles-Mohamed Collier, ex-conseiller des relations extérieures de l'OGP, représentant du personnel. Bonsoir Charles, vous êtes membre du collectif des travailleurs qui demandent le départ de Mandian. Dites-nous pourquoi. Depuis pratiquement 3 ans, l'OGP, la gestion de l'OGP ne s'inscrit pas dans la vision de la transition, dans la vision du CNRD. Parce que le CNRD a pour slogan le redressement, c'est-à-dire la croissance. Et à l'OGP, depuis 3 ans, c'est la régression. L'actuel DG a hérité de la direction de l'OGP. On était à un chiffre global de 42 milliards en 2021 lorsqu'il héritait de l'OGP. Donc, pratiquement, sans faire les éloges des anciens, des précédents DG qui se sont succédés, on sait, tout le monde le sait. M. Paul Moussa Diawara a pris l'OGP lorsque l'OGP avait un chiffre d'affaires de 2 milliards, entre 2 milliards et 3 milliards par an.
On a travaillé avec lui, nous sommes allés jusqu'à 20 milliards lorsqu'il quittait l'OGP. Ça, c'était de façon officielle les recettes annuelles de l'OGP. Ce dernier a été succédé par M. Tapi, Ivan Kati Kamara, qui a pris ensemble, nous avons œuvré et nous sommes quittés de 20 milliards à 42 milliards en décembre 2021 lorsque ce dernier quittait. Un collectif avait saisi le syndicat du ministère qui était venu la semaine passée le contacter. Il ne s'est pas gêné de dire que cette année, les recettes de l'OGP avoisinaient les 22 milliards et sur les 22 milliards, lui n'a eu à payer que 7 mois de salaire. Nous sommes passés le reste des montants. Si rien n'est fait, nous vous garantissons qu'en 2020. Vous estimez que l'OGP est au bord de la faillite. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Si rien n'est fait, nous vous garantissons qu'en 2025, l'OGP ira en faillite. Et ce qui est de plus grave, les ressources de 2025 et de 2026 sont hypothéquées. Il y a eu des paiements anticipés auprès de certaines entreprises sur l'exercice de 2025. Nous avons beaucoup d'informations à vous donner, mais nous lui donnons 72 heures de démissionner. À défaut de démissionner, nous allons animer un point de presse où tout le corps médiatique sera invité. Quand ça déballe, vraiment ça va mal tourner. Merci Charles Mohamed Collier, ex-conseiller des relations extérieures de l'OGP, pour toutes ces explications. Merci bien, je vous remercie, à moi de vous remercier. À Kaloum, les bulldozers sont entrés en action ce lundi au port de Teminataï pour le débarrasser des nids de bandits et de consommateurs de stupéfiants. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne de nettoyage des installations portuaires dans la capitale, selon la mission mixte trouvée sur place. Cependant, la méthode est décriée par les femmes fumeuses qui déclarent avoir perdu plusieurs millions de francs guinéens. Amara Bangora et Aïsatouba. Au port de Teminataï, pas de place pour les nids de bandits. Les bulldozers descendent les abris susceptibles. L'opération est supervisée par une mission conduite par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de récupération des domaines spoliés de l'État. Ce qui est déplorable, bon nombre de ces personnes installées ici n'ont aucune activité en lien avec l'activité de pêche au niveau de ces ports. Ils n'ont aucune activité avec la gendarmerie, ni avec la police, ni avec le ministère de l'Habitat. C'est des petits délinquants qui viennent s'installer, ils font la vente et la consommation de plusieurs types de drogues, mais également la complicité avec des associations de malfaiteurs pour aller opérer des attaques et venir se réfugier au niveau de ces installations portuaires. Même si le ministre soutient que l'information pour libérer les lieux était passée, l'opération semble avoir surpris les occupants du port de pêche. Des poissons sur du sable, un hangar de fumage en feu, les pêcheurs et les femmes fumeuses pleurent leurs efforts et leurs économies détruites, à l'image de Fatoumata Kamara et Garey Nyabali qui dénoncent la méthode. Ils nous ont dit au préalable qu'ils n'enlèveront que les cabarets et non nos fumoirs. J'avais 22 cartons de poissons dans le réfrigérateur pour le fumage et certains étaient déjà sur de feu. La valeur va jusqu'à 4 millions. Tout a été détruit. Je n'ai plus rien pour rembourser. Je n'ai rien fait. Ils ont dit d'enlever les bagages. Moi, je leur dis, attendez, on va enlever les bagages. Mais faites doucement. Faites doucement parce que les bagages sont trop. Les bagages sont nombreux. Comment est-ce qu'on peut enlever les bagages en un clin d'œil? L'idéal, selon les autorités, est d'offrir aux femmes un espace sécurisé permettant l'exercice des activités de pêche artisanale et de le valoriser. L'opération va se poursuivre et s'étendra sur les autres ports de pêche artisanale du littoral du Grand Conakry à l'intérieur du pays. Autre fait de ce journal, malgré les efforts fournis par les autorités, Conakry reste toujours la proie d'une insalubrité grandissante. Dans plusieurs endroits de la capitale, des tas d'immondices sont perceptibles, parfois à proximité des concessions, aux alentours des marchés, mais surtout en bordure de route. Le constat, c'est avec Aïsatouba et Ousmane Kamara. Les bacs à ordures installés au bord des routes pour faciliter la collecte des déchets sont aujourd'hui transformés en dépotoirs d'ordures. Ces poubelles sont envahies par les déchets qui impactent non seulement la fluidité de la circulation, tout en dégageant des odeurs nauséabondes. Une situation qui inquiète plusieurs riverains. Parce que
C'est ici que tout le quartier déverse les ordures. Alors on ne doit pas retarder le ramassage, sinon ça risque de déborder. Ce conducteur de taxi-moto interpelle les autorités afin de trouver une solution rapide à cette situation. C'est l'état des quartiers, quoi. Tu sais, ici, il n'y a pas de poubelle à Imbaya, quoi. Donc les gens vont profiter de mettre les ordures ici. Nous-mêmes, ça nous dérange. Mais il n'y a pas de solution. Mais on va essayer de parler avec le chef de quartier pour qu'il puisse nous aider à essayer de faire la solution, quoi, pour qu'on puisse travailler bien quand même. Environ 1200 mètres cubes d'ordures sont acheminés à la décharge de Dar es Salaam. Mais cela ne met pas fin à ce désagréable constat. L'on se pose la question, à qui donc la faute? Je vous le disais au sommaire, focus ce soir sur El Hadj Aboubacar Sylla, âgé de 112 ans et vivant à Siliron, un village reculé de Télémélé dans la préfecture de Kindia. Ce super centenaire se tient encore debout, fascinant pour une personne de son âge, mais son amour pour le Siliron l'empêche de le quitter. Père de 26 enfants, il passe ses journées entre le chant et l'enseignement coranique. C'est un grand format signé Abdallah Kamara et Ousmane Kamara. Nous sommes à plus de 100 km de la capitale Conakry. Ici à Siliron, situé dans les confins de Télémélé, vit un homme qui sort de l'ordinaire. Âgé de 112 ans, il tient encore sur ses deux pieds et se porte comme un charme. El Hadj Aboubacar Sylla est d'ailleurs l'un des rares Guinéens à avoir cette longévité. Je marche très bien. N'eût été cette petite maladie, vous verrez plus. Plus d'un siècle de vie sur Terre, ses conditions physiques défient toutes les lois de la nature. Époux de 4 femmes et père de 26 enfants, propriétaire d'une grande plantation, il continue la pratique de l'agriculture malgré son âge. Des difficultés, il les rencontre au quotidien. J'ai démarré l'agriculture depuis l'annonce de Sékou Touré, mais la localité était à l'époque enclavée. Tout ce que nous produisons était destiné à la consommation. Les autres pourrissaient. De la période coloniale à celle post-coloniale en passant par les indépendances, El Hadj Aboubacar Sylla a été témoin de plusieurs événements. Incroyable pour quelqu'un de son âge, mais ce grand maître coranique retient encore ses souvenirs. Il a un secret, celui de sa résistance et de sa longévité. Loin des vices, il ne consomme ni cube magie, encore moins le piment. Je ne prends ni cola, ni autre chose. Je ne mange que du riz, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue qui n'existait pas à l'époque. Son dévouement et son attachement à la religion surplombent tout, témoigne sa famille à travers sa dernière épouse et l'un de ses fils. Cet homme pratiquant, il tient énormément à la religion. Dans sa famille, si tu ne pries pas, vous rentrez en guerre. Aujourd'hui, il mange essentiellement du fonio et du riz blanc. Pas de cube magie, pas de piment. Gileri fundenyi ananando ma fanyira. Barabare amadoma. Kosa e nyin aborko ananando ma letang afundenyi nandoma. Am barabare doma. Barabare muno madangida konyida. Alhamdulillah rabbil alamin. Ba ngota Allah sa ngofi ama. Ngota na abum manebe. Il nous a enseigné la pratique de la religion et aujourd'hui, nous nous sommes habitués. Voyez vous-même. Donc,
Dans ce village abandonné au milieu de nulle part, où l'accès est presque impossible, Elhadj Aboubakar Sylla ne vit que de l'agriculture. Il a pu réaliser quelques maisons pour sa famille et lui, mais a dû braver vents et marées. Son récit dépasse l'imagination. Vivant toujours au jour le jour, il appelle à l'aide afin de sauvegarder son héritage qui est sa plantation, dont il ne retient plus la superficie. Je demande de l'aide aux bonnes volontés et aux autorités. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai rien gagné. C'est cette plantation que j'ai comme héritage. À 112 ans, son souhait le plus ardent est de voir sa plantation prospérer. Faute de moyens, sa crainte pour celle-ci ne fait que grandir. Sur le continent, après le Sénégal, le Ghana est sur le toit de l'Afrique de l'Ouest. Au terme du scrutin présidentiel, le pays vient de prouver encore sa maturité politique. Ancien président de 2012 à 2017, John Dramani Mahama revient au pouvoir après de nombreuses années, j'y arrive, d'opposition. Le candidat du pouvoir a reconnu sa défaite et l'a appelé pour le féliciter. Ainsi, le Ghana démontre que la démocratie peut être parfaitement respectée dans un pays africain. Amara Bangora. Le geste du candidat du pouvoir qui a reconnu sa défaite et félicité son adversaire est un acte de grande noblesse et de respect des principes démocratiques. Ce comportement exemplaire renforce la crédibilité des institutions électorales du Ghana et inspire confiance en la capacité des pays africains à organiser des élections libres et équitables. Le Ghana prouve ainsi que la démocratie élective peut non seulement exister, mais aussi prospérer sur le continent africain. Ce succès électoral est une source d'inspiration pour les autres nations de la région, montrant que la stabilité politique et le respect des processus démocratiques sont des objectifs atteignables. En célébrant cette victoire de la démocratie, le Ghana envoie un message fort. La volonté du peuple est souveraine et doit être respectée. Ce pays continue de tracer la voie pour une Afrique de l'Ouest plus démocratique et plus juste. Dans le monde, pour terminer, le président Bachar al-Assad est désormais sur le sol russe où il a trouvé refuge, chassé par une offensive spectaculaire des rebelles islamites à leur tête, Abu Mohamed al-Julani. Il s'agit d'un tournant de l'histoire qui a mis fin dimanche en demi-siècle de règne sans partage de son clan familial. Commentaire à Mamadou Tanouba. C'est une nouvelle page de gouvernance qui s'ouvre en Syrie après plus de 54 ans de règne de la famille al-Assad. La fuite de Bachar al-Assad vers Moscou met fin à une dynastie marquée par des exactions et une répression sanglante des voix dissonantes syriennes. La rébellion conduite par Abu Mohamed al-Julani du groupe Hayat Tahrir al-Shaman a réussi en moins de 2 semaines à chasser du pouvoir le très controversé président al-Assad. L'ancien chef djihadiste d'une faction d'Al-Qaïda a commencé sa carrière en Irak suite à l'invasion de ce pays voisin par les États-Unis en 2003. Abu Mohamed Julani rejoint alors le groupe Al-Qaïda en Irak d'Abu Mossad al-Zarqawi avant d'être emprisonné pendant 5 ans. La rupture des relations du front al-Nosra avec Al-Qaïda en 2016 avait pour objectif de faire taire les prétextes avancés par la communauté internationale. Les habitants de Damas se sont réveillés dans l'inconnu ce lundi 9 décembre. Depuis le début du conflit le 27 novembre dernier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a recensé un bilan de 910 morts, dont 392 rebelles, 380 membres des forces de l'ordre et 138 civils. Selon des journalistes russes où Bachar al-Assad et sa famille ont trouvé refuge, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue
depuis ce lundi à 19 h. Abou Mohamed Al-Joulani, dès sa prise d'Alep, a rassuré la population, les différentes confessions et toutes les minorités qu'il promet de respecter. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.